sur l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Thucydide a dit « Ce qui fait la grandeur des cités, ce n'est ni leur rempart, ni leur vaisseau, mais le caractère de leurs citoyens. » Des siècles plus tard, Theodor Schulz, prix Nobel d'économie, intitule un de ses ouvrages par une phrase qu'il emprunte à Jean Bodin « Il n'est de richesse que d'hommes ». Effectivement, ce qui fait la richesse des nations, c'est les hommes qui la composent, les hommes et les femmes, évidemment, puisque homme est à prendre au sens générique du terme. Ce qui fait le développement des nations, ce sont ses citoyens, et l'historique de ce développement va être le sujet de ce soir avec mes deux invités. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter tout d'abord M. Mahfoud Aoufi. M. Aoufi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. M. Aoufi, je rappelle que vous avez été trésorier du GPR à Ouest, puis trésorier général de l'Algérie, et vous avez publié aux éditions ANEP en 2022 un ouvrage qui s'intitule « Indépendance et souveraineté financière, Algérie 1962 », qui va être l'objet de notre examen de ce soir. Merci encore d'être parmi nous. Merci bien. Et comme d'habitude, qui dit culture dit autre regard, et cet autre regard pétillant et un tantinet espiègle, comme nous allons découvrir, va être fourni par M. Khanouf Omar. M. Khanouf, bonsoir. Bonsoir, et je vous remercie pour l'invitation et très honoré de participer à votre émission. Tout l'honneur est pour nous, c'est un immense plaisir de vous recevoir. Monsieur Khanouf, vous aussi, vous êtes un ancien cadre de la nation. Vous êtes aussi chroniqueur littéraire, d'abord sur les réseaux sociaux, puis sur les colonnes d'El Moudjahed, et vous êtes passé de l'autre côté du miroir, si l'on peut dire cela ainsi, avec votre premier récit qui s'intitule Mes transhumances, lui aussi tout frais tout beau, paru en 2022 aux éditions Les Presses du Chélif. Merci beaucoup, Monsieur Khanouf, d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez tous les deux, chacun à votre manière, des parcours qui s'entrecroisent, et vous avez tous les deux évoqué ce développement de l'Algérie au lendemain de l'indépendance chèrement acquise. En ce qui vous concerne, Monsieur Aoufi, dans votre ouvrage, on découvre votre parcours militant. Vous avez été un cadre de l'UGMA. Vous avez assisté tout d'abord aux manifestations du 8 mai 45. Vous avez participé à la grève du 19 mai de 1956. Et vous avez été ensuite le trésorier du GPR à Ouest. Et au lendemain, littéralement au lendemain de l'indépendance, vous avez été un témoin privilégié de l'immense défi que ça a été de reconquérir la souveraineté économique et financière après celle politique. Effectivement, le problème de l'indépendance financière est un problème assez important que j'ai eu l'occasion et l'honneur de parcourir depuis 1962 jusqu'en 1982, puisque en 1982 j'étais gouverneur de la Banque centrale, et c'est là où, après l'opération du retrait des 500 dinars, j'avais été amené à terminer ma carrière et être un petit peu à la disposition de mes enfants que je n'ai pas vu grandir. Vous avez été au four et au moulin. Exactement. Alors, à ce moment-là, j'ai tenu ensuite, par la suite, à rapporter ce que nous avions vécu au début. Je crois que ce qui conditionnait un petit peu notre manière de faire, notre façon de faire, c'est que au départ, d'un point de vue financier, nous nous sommes trouvés pratiquement des incultes. Nous ne savions pas ce que c'est qu'une balance, comment une balance du trésor pouvait être faite. Et nous étions amenés, dans le cadre de la liquidation de la colonisation, à tirer, ou du moins à suivre ceux qui essaient de tirer le bilan de l'année 1962
à partir duquel on allait déterminer quelle allait être la grandeur de la dette héritée de l'Algérie vis-à-vis de la France et que nous devions plus ou moins régler comme cela avait été indiqué dans l'ensemble des accords qui avaient commencé par les accords d'Évian, ensuite dans le cadre de l'exécutif provisoire par toute une série d'accords que l'exécutif provisoire avait signé avec le gouvernement français. Il faut aussi souligner que si l'indépendance du pays est du 5 juillet 1962, l'indépendance financière n'est arrivée que le 29 décembre 1962. Ce qui fait que depuis l'institution de l'exécutif provisoire et ensuite depuis l'institution de l'exécutif provisoire, il avait été décidé que les autorités françaises resteraient les seuls propriétaires de la comptabilité française qu'ils devaient tirer et à partir duquel les négociations ou les rapports financiers allaient commencer. Et on a l'impression que cette notion de dette héritée a été mise à l'envers, puisque en principe, lorsqu'il y a décolonisation, la dette est du côté du colonisateur qui a pendant des décennies pillé le pays colonisé. Or, au lendemain des indépendances au pluriel, puisque tous les pays africains ont eu à souffrir à différents degrés de cette notion-là, on se retrouve avec une dette héritée par le colonisé. Exact. C'est un des plus gros problèmes que nous avons vécu, disons, de ce siècle. C'est un problème. Et une rente coloniale a continué à tirer de ça. Il ne faut pas perdre de vue que, par exemple, le premier État noir, Haïti, qui avait eu son indépendance, je crois, en 1843, au lendemain de la fin de l'esclavage, Haïti a été amené à payer régulièrement une dette puisque les esclaves ne l'étaient plus et les gens qui avaient acheté des esclaves devaient être plus ou moins remboursés. Et c'est comme ça que Haïti, en 2017-2018, était pratiquement dans une situation inacceptable, à un tel point que des hommes politiques comme des littéraires ont appelé l'ONU à devenir le parrain fondamental de ce pays qui, depuis 1843, aurait payé quelque chose comme 50 millions d'or de dettes qu'ils avaient contractées durant de cette colonisation. C'est un peu ces exemples qui essaient de montrer la manière dont nous avons essayé de régler ce problème de cette dette et tous les problèmes que nous avons eus dès 1964, dès 1963 jusqu'à la fin. Et l'une des étapes majeures du règlement de ce problème, et vous le mentionnez dans votre ouvrage, ça a été cette seconde révolution que fut la création de la monnaie nationale le 24 avril 1964, sans tomber dans les écueils qu'ont connus. D'abord, nous n'avons pas eu le franc CFA dont continue de souffrir nombre de nos voisins et autres pays africains, mais surtout sans tomber dans l'écueil qu'a connu par exemple la Guinée lorsqu'elle a cherché à sortir de la tutelle monétaire française. Les exemples ne sont pas semblables parce que, disons, jusqu'en fin 1962, les Français gardaient la responsabilité. Mais, dans le cadre de l'exécutif provisoire,
il n'y avait que l'exécution du budget de l'Algérie qui avait été voté en son temps et qui devait se terminer le 29 décembre 1962, puisque, comme je l'ai dit, la responsabilité française restait jusqu'en 1962. Or, en novembre 1962, après que l'exécutif provisoire ait achevé sa mission et qu'il ait rendu en quelque sorte les clés au gouvernement qui venait d'être installé en fin août 1962, au lendemain de cette situation, le gouvernement général de l'Algérie, qui continuait à exister jusqu'à décembre 69, par le biais de M. Nunziato, entre guillemets, nous annonce brutalement en novembre 1962 que nous ne pouvions plus payer un centime. La caisse du trésor algérien est vide. Il est anormal que l'on fasse appel au gouvernement algérien à l'époque, après la fin de l'exécutif provisoire, mais nous nous sommes trouvés dans une situation où nous n'étions pas en mesure d'expliquer au gouvernement, et surtout au ministre des Finances, M. Francis, la situation, et nous avons été amenés brutalement le 11 novembre 1962 à contracter notre première dette en tant qu'Algérien indépendant de 100 millions de francs français qui s'avérait insuffisante, et le 12 décembre 1962, un mois après, il a fallu contracter un second emprunt de 200 millions de francs, ce qui fait que lorsque le bilan avait été tiré par les autorités françaises et l'autorité qui était chargée de la liquidation de la situation, nous avions au 29 décembre, qui est la date effective de séparation des deux trésors algériens et français, le 29 décembre 1962, nous n'avions comme bilan de ce qui restait de cette avance de 300 millions que quelque chose comme 92 millions de francs. Donc l'Algérie, le 1er janvier 1963, démarrait avec 90 millions de francs. Quand on sait qu'à peu près le bilan de l'année est de l'ordre de 200 milliards, on voit un petit peu les difficultés qui font que le 1er janvier 1963, nous étions dans une situation plus que difficile. C'est à partir de ce moment-là que nous avons la minorité qui essayait de suivre ces opérations, essayer de comprendre comment ça s'est passé, comment se fait-il qu'un budget voté, exécuté par les mêmes personnes arrive en fin de course pour dire ils ne peuvent plus payer. C'est anormal. Normalement, il y avait d'autres possibilités. Oui. D'autres possibilités qui n'ont pas été du tout approchées. On oublie par exemple qu'il y avait une banque d'Algérie qui était en présence, qui elle aussi avait terminé sa mission le 29 décembre 1962, mais cette banque d'Algérie qui existait depuis bien longtemps, elle était beaucoup plus que cinquantenaire, devait en quelque sorte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, quand nous avons un problème, c'est entre le ministère des Finances et la Banque centrale d'Algérie. Ils auraient dû faire appel à la Banque d'Algérie. Non, eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient dès à présent, dès novembre, il s'agissait d'étrangler les pays dès le départ, nouvellement indépendants par la dette. Entre autres combines, c'est bien le terme, hein, oui. Entre autres chicaneries sur lesquelles nous allons revenir, mais
Je me tourne à présent vers notre second invité, Monsieur Aoumar Khennouf, et ces transhumances. Vous aussi, Monsieur Khennouf, très jeune, vous avez été un militant enthousiaste, et très jeune aussi, vous avez porté à bras le corps ce rêve, cette ambition aussi, cet objectif de la décolonisation totale et de la souveraineté pleine et entière, notamment qui passe par la souveraineté économique et le développement autocentré, ce développement auquel vous avez participé, notamment par votre activité, et qui vous a amené à cette transhumance. Je vous laisse développer. Je vous remercie. Pour écrire mes transhumances, le problème qui s'est posé à moi, c'est comment l'écrire. Certes. Il y a très très longtemps, quand j'étais étudiant, je prenais des notes, j'avais un journal intime, j'ai même composé quelques poèmes que j'ai rassemblés en recueil, et puis une fois versé dans le monde du travail, on avait 22, 23 ans, et c'était quelques années après l'indépendance, juste à la fin des années 70, et on sait qu'on a vécu une période assez particulière durant cette décennie, mais il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, contrairement peut-être à beaucoup d'amis. D'abord sur le cadre Alger particulier. Enfin, je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai fait toutes mes armes à Alger, mais Alger dans un pays comme l'Algérie, un pays continent, je me dis il y a des choses à découvrir. Et avec Alger, depuis très jeune, j'avais ce rapport je t'aime moi non plus. Oui. Donc, d'ailleurs, vous avez eu pour rêve d'être marin, mais ce fut un rêve avorté pour des raisons qu'on peut découvrir en lisant l'ouvrage. Absolument. Et puis, il y a eu cette opportunité de découvrir le pays directement jusqu'à la frontière tunisienne, à Tébessa. On n'avait aucune idée de notre mission, juste qu'il y avait de gros projets, de nouvelles technologies, quelque chose d'inédit à l'époque. Et c'est après le cursus de formation scolaire universitaire, où on apprend toutes les technologies, mais de manière théorique, et là, sur la pratique, vous avez en face de vous des technologies, et ça c'est bien réel, elles sont en Algérie, et ce qui était formidable à l'époque, c'est que dans notre domaine génie civil à l'époque, l'Algérie faisait appel aux meilleurs. Quand je parle d'Oscar Niemeyer, c'est une sommité. Je pense qu'aucun architecte, aucun technicien ne peut se targuer de ne pas le connaître. Construire l'université de Ouari Boumdine avec une architecture futuriste, l'université de Constantine. Il y avait Pouillan qui faisait les plus grands complexes touristiques. Et à l'époque, l'Algérie était une destination touristique extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai grandi pas loin de la côte et je voyais ce moment, et c'était quand même une très grande fierté pour nous. Donc, une fois versé dans le domaine professionnel, c'était pas aisé, c'était pas facile. Vous avez vécu de plein pied la reprise en main. Mais on a vécu exactement de plein pied, et on a repris au fur et à mesure toute cette technologie à notre profit. Il y avait, c'est-à-dire pour nous, toutes les technologies table blanche, tunnel, glissant, grimpant, c'est-à-dire à un moment, les entreprises publiques maîtrisaient parfaitement toutes ces technologies. Et puis il y a eu même de l'intégration, c'est-à-dire au lieu d'importer des coffrages, et j'ai vu des importations d'importation de ce type d'outils,
qui n'était pas sorcier du tout, mais c'était très rapide. Une entreprise s'est spécialisée à Blida pour le fabriquer pour tout le compte des entreprises du secteur de l'habitat. Sidi Moussa, qui est une plateforme extraordinaire qui a été initiée par la DNC à l'époque et qui a donné naissance à un tas d'entreprises, mais chacune spécialisée, jusqu'aux espaces verts. C'est-à-dire, une autre entreprise avait introduit le tridimensionnel. Celle où j'ai travaillé en plus des technologies de fabrique, de construction des silos et des grands moulins. On va y arriver. Et elle avait 2 unités de préfabrication de logements et de très grande qualité, sans les citer, ça, ici à Alger ou à Tébessa. C'était quelque chose de magnifique. Et nous avions très jeunes, je dirais à la limite inconscients, des responsabilités qu'on avait prises. Vous êtes pris par le mouvement de l'histoire. Le mouvement, bien sûr, il y en avait la foi, l'enthousiasme. Donc, si avec le recul, comme ça, on propose, peut-être je réfléchirais beaucoup plus, mais sur le moment, on n'a pas réfléchi et on s'est lancé. Il y avait littéralement un chantier à construire, c'est clair. Et à tous les points de vue. Sur tous les points de vue. Et peut-être qu'avec le temps, les gens ont commencé à juger de ce secteur public et on l'a affublé beaucoup de choses, beaucoup de tares, d'aspects négatifs, des sociétés. On a parlé de gigantisme. De gigantisme, mais je pense que avec le recul, on comprend maintenant mieux qu'il fallait d'abord passer par ces phases, c'est-à-dire il fallait oser. Il fallait s'engager, faire avec ce qu'il y a, parce qu'en matière d'encadrement, même jusque dans les années 70, début des années 80, trouver un architecte, un ingénieur, ça il fallait se réveiller tôt et chercher. Oui, puisque la mission civilisatrice nous a laissé avec 5% d'alphabétisation. Absolument. Donc, avec le temps, on comprend que cette phase de formation était nécessaire, même si les résultats n'étaient pas, mais les résultats étaient... N'étaient pas peut-être à la hauteur des ambitions, mais... mais n'étaient pas à la hauteur des ambitions. La base matérielle dont nous jouissons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel et... Absolument. Vous vous rejoignez sur une chose, vous l'exprimez de manière esthétique, donc c'est à travers le récit que ça se formule. Monsieur Aoufi, en tant qu'essayiste, le formule clairement. Il mentionne la pauvreté de l'outil de l'outil productif de post-indépendance, voilà, post-colonial, c'est-à-dire celui laissé par la colonisation, et son aspect extraverti est complètement déstructuré, c'est-à-dire qu'on avait des enclaves destinées à produire pour la métropole. Et c'est tout ce chantier-là qu'il fallait investir. Absolument. À ce sujet, j'ai une anecdote. Un peu plus tard, quand je me suis marié, mon beau-père, c'est l'oncle à ma femme, son tuteur, qui a, je pense, de la génération de M. Aoufi, qui était aussi un militant nationaliste. Il m'a demandé de lui ramener une photo du projet que j'étais en train de réaliser avec ses grands silos, son grand moulin. Et pour la raison, j'ai dit, juste si vous mais pourquoi il me dit, voilà, je connais un pied noir qui est parti et qui ne cesse pas, juste avant de partir, il m'a dit que heureusement que la France vous a laissé un moulin, sinon vos femmes ne pourront plus vous faire de galettes ni de couscous. Et il me tire la photo du très vieux moulin qui avait du côté de l'Est, à Bordeaux. Et je lui ramène une très belle photo, parce que j'étais photographe amateur sur mes projets, pour la lui envoyer. Je dis, votre moulin comparé au nôtre, c'est la nuit et le jour. Voilà. Littéralement. Littéralement. Ouais.
Alors on va poursuivre sur ce chemin du développement autocentré. Mais tout d'abord, mes chers amis, on va faire une petite pause musicale puisque, avec votre aimable permission, c'est le moment de notre minute mélomane. On se retrouve après le jingle. Autonomie, développement autocentré et compter sur soi-même et sur ses fils pour relever le défi de l'indépendance et du développement. Tout cela traverse l'ensemble des récits de la sagesse populaire, plus ou moins formulés clairement, traverse aussi tout l'héritage de notre patrimoine chabi qui a eu aussi sa dimension militante. Et parmi ce patrimoine chabi, il y a l'immense et regretté Abdullah Al-Ghattaf que je vous propose de redécouvrir avec La Tadkhul Souaq Al-Ma'anda. قوة وقال مني بغيني عنوان نكدو نوريه تمام الفدو لكن طارت من طريقه والنفقة غير زايدة الحبق من يدنا سبق والمحضي ديما نوبدو مشموم لا تمرمدو هب عليه النسيم من البحر بالزندين باردة من كرهك يا قلبي كرهو وعلاش انت مسيدو من بالك غير حايدو خليه على هواه لا تدخل سواق المعاندة ما باقي في الزمان صاحب حضران وغيبة حضران وغيبة. Magnifique performance, magnifique voix et magnifique toucher du regretté Abdullah Al-Ghattaf, La Tadkhul Souaq Al-Ma'anda. Je reviens vers mes chers invités et vers Monsieur Aoufi. Le temps manquerait pour développer l'ensemble des aspects qui se trouvent dans votre ouvrage. Néanmoins, il y a deux points sur lesquels j'aimerais beaucoup vous entendre. Tout d'abord, celui de l'immense enjeu et de l'immense bataille que fut celle de la nationalisation. Et notamment, vous mentionnez la première nationalisation, celle des mines. Oui. Ok, du côté français, le problème des biens vacants. Alors que nous, le problème des biens vacants, là aussi il faudrait peut-être beaucoup de développement, est un problème fondamental puisque dès l'exécutif provisoire, nous avons essayé de déterminer comment provoquer du côté français le problème des biens vacants. Alors que nous, le problème des biens vacants, là aussi il faudrait peut-être beaucoup de développement, est un problème fondamental à tel point que la séance avait été levée, on est rentré à Alger le 4 mai. Au lendemain, lorsque les explications ont été données sur les raisons de cette suspension de négociation, pour montrer que la manière même peut-être qui n'était pas bonne, entre guillemets, répondait à un besoin fondamental et
alors qu'à cette période-là, nous avions des problèmes avec une entreprise minière, la décision avait été prise le 6 mai 1966 de nationaliser l'ensemble des mines. Dire que la délégation qui a commencé à tirer le bilan de 62, elle n'oublie pas que son programme, c'est la prise en main de l'ensemble du pays. Absolument. Voilà un peu dans quel cadre la nationalisation des mines a été opérée. C'est une lutte qui a été engagée dès 1961 et même avant, puisque vous mentionnez le fameux plan de partition qui devait exclure le Sahara du territoire algérien, et vous mentionnez la lutte qui s'est instituée autour de cet enjeu, et notamment de l'institution du 5 juillet 1961 comme journée nationale contre la partition. Effectivement, dans le cadre des négociations globales, il est arrivé un moment où les Français avaient eux-mêmes, disons, interrompu les négociations et ils avaient un petit peu profité de cette situation pour parler déjà du Sahara. Et c'est ainsi que, chose peut-être qui n'est pas connue, on a estimé que deux villes, Colombéchard d'un côté et La Rouate de l'autre, pouvaient être les chefs-lieux de départements, puisque l'ensemble du Sahara était extrait. Et là aussi, si on pouvait lire l'ensemble des décisions qui avaient été prises et les instructions qui avaient été données à la comptabilité, comment à partir de 1958, la partition devait être opérée à un tel point que des décisions avaient été prises dans la comptabilité pour que l'ensemble des ressources de ces deux départements qui faisaient partie des territoires du Sud, l'ensemble des ressources qui avant transitaient par le trésor algérien et rentraient à la trésorerie générale de l'Algérie, n'étaient plus du ressort de la trésorerie générale et revenaient à ces deux trésoreries, une de Béchar, une de La Rouate. D'où l'existence de l'OCRS. Exactement, qui a été la possibilité de créer l'organisme commun des richesses sahariennes. Ça n'a duré que une année et demie de négociations. Par la suite, on lit aussi que lorsque les directives qui avaient été données du fait que le Trésor algérien reprend l'ensemble de ses responsabilités sur les départements de La Rouate et les départements de l'Agen, voilà comment refaire. Et il y a eu à peu près une vingtaine de directives pour dissocier ce qui existait au niveau national, le dissocier et le rattacher de nouveau à l'Algérie, pour dire les difficultés qu'ils avaient à mettre en place cet OCRS. Ensuite, ça a été l'oubli total, puisque dans le cadre des négociations, l'unité et l'entité du territoire algérien avait été résumée et écrite noir sur blanc, et il n'était pas question. Ce qui peut-être nous a amené à d'autres problèmes avec nos voisins dès cette période-là, mais l'unité et la responsabilité du pays étaient bien ancrées dans l'esprit de tout le monde. Absolument. Et cet acte de souveraineté a été en but à de multiples chicaneries, et à chaque nationalisation, les faux dossiers d'indemnisation liés à de supposés manques à gagner, pertes, etc., ont littéralement plu, puisque on passe d'un chiffre mirobolant de 500 dossiers à 90 dossiers réellement recevables.
Mais au niveau, disons, de la trésorerie générale, ce qui nous intéressait, concernait le plus, c'est le bilan de l'année 1962. C'était l'épée de Damoclès qui était posée sur nos têtes. Certes. Le jour où le bilan sera tiré, et c'est écrit noir sur blanc dans toutes les circulaires, notations, directives données à la comptabilité, au lendemain, les deux gouvernements français et algériens se réunissent pour déterminer comment la dette sera libérée. Il n'était pas question d'autre chose qu'une dette. Il y a cette dette qui était suspendue sur nos têtes, et c'est à ce moment-là que nous n'avions de préoccupation que de tirer un bilan. Oui. D'en finir avec cette... D'en finir avec ce bilan. Comment nous l'avons fait? Dans le cadre des discussions uniquement avec la mission qui était chargée de la liquidation de l'année 1962, de temps en temps nous posions des questions. Nous posions par exemple des questions sur les fameux comptes spéciaux. Il y avait toute une série de comptes spéciaux, une quarantaine de comptes spéciaux. On ne comprenait pas pourquoi des comptes spéciaux. On était des naïfs, mais on ne comprenait pas. On a posé des questions sur les comptes spéciaux sans connaître ni les montants, ni ce qu'il y avait le compte spéciaux. Et c'est ainsi que, dès décembre 1963, le ministère des Finances français avait envoyé une circulaire en disant un certain nombre de comptes spéciaux pourraient ne pas être acceptés par les autorités algériennes, dont notamment le fameux compte 340 qui retraçait l'ensemble des dépenses militaires françaises en Algérie. Et c'était ce compte-là. Il aurait fallu payer pour l'effort de guerre français afin de réprimer la révolution. Et déjà à l'époque, ce compte-là comportait quelque chose de 359 millions de francs. Voilà, presque 35 milliards d'anciens. On va rembourser là, les outils de notre massacre. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que la directive qui avait été donnée, plus ou moins indirecte, il faut faire disparaître ce compte 340. Mais nous avons essayé d'un point de vue financier. Mais comment vous avez fait? Où vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, aucune réponse ne nous est donnée en disant ça c'est notre problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le temps, il y avait deux comptabilités au niveau de la trésorerie générale, la comptabilité métropole et la comptabilité algérienne. Oui, cela illustre à merveille l'utilisation d'outils financiers, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, afin de maintenir cet étranglement sur lequel nous allons revenir. Mais si vous permettez, je me tourne vers M. Khanouf, notre second invité. Tout à l'heure, j'ai peut-être pu donner l'impression que vous faisiez un récit ou l'historiographie de votre parcours professionnel. Néanmoins, ce parcours-là, vous le faites de manière romancée. Le temps nous manque afin de retracer tous les détours esthétiques que vous opérez. Néanmoins, en vous lisant, la chose qui m'a le plus frappé, c'est un parallèle avec Les Illusions perdues de Balzac, où il retrace l'ensemble du procès de production qui permet à l'un de ses héros de fabriquer un papier à meilleure qualité, à meilleur marché, et il se trouve en but avec des dettes, etc. Et vous, d'emblée, dans le début de l'ouvrage, vous vous excusez presque d'avoir donné tous ces détails, alors que pourtant, c'est cela même qui nous renvoie à la réalité de ce que vous décrivez. Et notamment, on parlait de transfert de technologie. Et parmi les moments forts de cet ouvrage, comment vous rattraper
vous, c'est-à-dire les techniciens algériens, vous rattrapez les bourdes d'expatriés qui étaient censés nous apporter les lumières de la technologie. Exactement. Notamment en ce qui concerne les silos, puisqu'on sort de cet ouvrage quasi docteur S silo. On avait des partenariats au début, c'est pas venu comme ça, on avait Certes. des partenariats avec des sociétés étrangères, mais avec le temps, au fur et à mesure de la réalisation de certains projets, les entreprises ont acquis carrément de la technologie et commencé à la développer eux-mêmes. Une entreprise spécialisée dans les barrages faisait des merveilles, soit au niveau des barrages, des ouvrages propres comme aux barrages, comme les prises d'eau, comme les châteaux d'eau, comme les piles de pont. C'est-à-dire que l'utilisation de cette technologie elle avait un champ très large. Et je dirais, c'est vrai que après la lecture, on comprend que la désillusion qui vient plus tard est malheureusement quelque chose qui nous fait mal. Parce que nous avions atteint un certain niveau de maîtrise des outils et de la technologie. En parallèle, c'est pas uniquement spécifique à notre secteur, mais dans l'industrie, quand vous avez des camions qui sortent de Rouiba, qui gagnent le Paris-Dakar, et quand vous avez des tracteurs agricoles qui sortent de Constantine, qui sont exportés, et que plus tard, on vous annonce que les fellahs auront la possibilité d'importer des vieux tracteurs de moins de 5 ans. Je me dis que c'est quand même là la désillusion est totale. Ce n'est pas un cauchemar, là on se réveille sur une réalité. Et puis, ça c'est sur le plan de l'aspect technologique, mais si je reviens à l'aspect ressources humaines, tous ces efforts de formation à travers l'université, les instituts, l'école algérienne, c'est qu'il y avait nos prédécesseurs, je dirais nos aînés, Monsieur Aoufi, on est aujourd'hui un exemple parfait quand vous avez en face de vous à un moment, je dis que sur un projet, il y avait la force nordique qui m'attendait, les Ariens, les Vikings, des Suédois, des Allemands, je l'ai décrit comme ça, et vous êtes petit poussé et en face, même les Algériens qui avaient, c'est des diplômés des plus grandes universités occidentales, des spécialistes du secteur de l'agro-industriel, et plus on rentrait, on découvrait la valeur de ces hommes. Beaucoup ont occupé quelques années plus tard des très hautes fonctions ministérielles même. Et comment c'est pas du copinage ou du cousinage, c'est parce que c'était des hommes, des cadres très, voilà, des compétences réelles. Et pour nous, ça c'était des exemples. C'est-à-dire pour nous, c'était les porteurs de projet du projet développement algérien auquel qu'on a rejoint après la fin de nos études. Donc, à travers le roman, c'est vrai que je reviens épisode par épisode, par épisode, et je pense que dans la suite, il y aura oui, puisqu'il y aura une suite, une suite, Inch'Allah. Là, je dirais le rêve réel est permis, et on l'a vécu. On l'a vécu, et on l'a vécu notamment grâce à vous, votre génération, celle de Monsieur Aoufi, mais aussi celle de ceux que nous allons découvrir lors de notre rubrique Mon livre de chevet, dont c'est le moment. Je vous retrouve donc après le jingle. Notre livre de chevet qui va nous suivre ce mois-ci pendant 4 semaines
j'ai choisi avec votre aimable autorisation de vous présenter ou de vous refaire découvrir Journal de marche de Abdelhamid Benzine, ce journal de marche qu'il écrivait pendant qu'il était au Maquis et dont il a conservé les feuillets dans une cachette et qu'il a retrouvé tout rabougri, qu'il a dû compléter difficilement, parfois en s'aidant de sa mémoire, ainsi qu'il l'explique dans la préface. Néanmoins, en ce qui me concerne, je vais vous faire découvrir le premier passage que j'ai choisi pour vous. Aujourd'hui même, comme à l'accoutumée, et non loin, crépitent les mitrailleuses et sonne le canon. L'avion mouchard nous survole et scrute l'ombre des forêts, les plis et replis des terrains. Nous sommes maintenant habitués à tous ces bruits de guerre et nous n'y portons qu'une attention distraite. Nous serons toujours avertis à temps des dangers, car, au point culminant du relief, sur les crêtes, nos paysans en place et leurs sentinelles qui veillent sur nous tous. Mais comment dire le dévouement de ce peuple en haillons et pieds nus? Comment parler de ces luttes quotidiennes et de ces sacrifices? Des écrivains étrangers nous ont fait connaître et aimer leurs va-nu-pieds, leurs Gavroche, leurs soldats de l'an 2. Plus jeunes, nous avons lu des livres sur la résistance française, italienne, yougoslave, polonaise, soviétique. Les patriotes algériens ont vibré devant les destins d'Agnès, de Zoya et des héros de Lafitte et de Pierre d'Aix. Mais quelle responsabilité pour parler fidèlement de nos héros. Nous vivons une époque où réellement la réalité dépasse la fiction. Jamais œuvre littéraire ne dira assez l'héroïsme de notre peuple combattant. Ce superbe journal de marche qui retrace justement, qui a l'ambition de retracer cet héroïsme qui traverse aussi votre ouvrage, Monsieur Khanouf Omar, Mes transhumances. Lorsqu'on vous lit, on ne peut pas ne pas faire justement ce parallèle entre cette compétence, cette autosuffisance et cet esprit aussi d'initiative. Hein. On vous découvre on vous suit au jour le jour en train de régler des problèmes qui surviennent, etc. Et un certain sentiment de découragement qui est un petit peu prégnant aujourd'hui, même si il y a une relance qui commence à poindre le bout du nez. Il y a une sorte de... On est passé du travail arabe qui voulait dire travail parfaitement fignolé, c'était l'origine de l'expression. Absolument. Ah, travail arabe, travail algérien. Travail bâclé, travail... voilà. Et ce récit, de manière romancée, esthétique, nous permet un petit peu de revenir à l'origine de travail arabe. Juste une petite précision. Évidemment, ce n'est pas ce n'est pas votre propos, c'est moi qui vous l'attribue. Absolument. Pour ma génération, en tout cas, c'est héroïque, puisque nous avons été les bénéficiaires de la base matérielle que vous avez construite à partir de rien, ou si peu que rien. Absolument. Je pense qu'il se pose, du moins c'est ma perception des choses, c'est la transmission de la mémoire. Certes. Donc une génération passe et celle d'après ne connaît absolument rien, délibéré ou pas. Celle d'après a tout le temps sur la langue que nous sommes incapables de produire un clou bien droit. Absolument. Et puis, pourquoi elle est arrivée en pleine crise? Ça veut dire que vous avez quelque part échoué. Ça veut dire que c'est une accusation, c'est-à-dire pas qu'une fois, pas deux fois. Donc, nous récoltons ce que vous avez semé. Nous récoltons ce que vous avez semé. Ou ce que vous n'avez pas semé. Ou ce que vous n'avez pas semé. C'est-à-dire ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas voulu faire. Là où vous êtes impliqué, là où vous n'avez pas voulu vous impliquer. Parce que je pense que je reviens toujours la citation de Frantz Fanon, chaque génération découvrira dans une relative opacité sa mission, l'accomplira ou la trahira. Ou la trahira. Je pense que chaque génération, notre génération a assumé avec réussite ou échec au bout. Ça, je pense, c'est aux historiens, aux analystes de le dire. Mais
elle a participé à l'effort de développement de ce pays et dans la continuation où le changement de cap ne dépendait pas d'elle parce que nous étions des techniciens, nous étions sur le terrain. Certes. Et ça c'est le politique qui détermine. Qui détermine quand il y a eu changement de politique. Peut-être qu'à notre niveau on a senti le péril qui s'annonçait. Et malgré ça, beaucoup de gens sont restés, ils ont continué, mais on ne peut pas aller contre vents et marées. Et comme vous avez dit, l'essentiel est de laisser une trace, et c'est ce que vous avez fait avec mes transhumances. Et avec, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on était jeunes et nous avons osé. Beaucoup se sont engagés et je vous ai dit tout à l'heure que dans cette auguste institution, un des réalisateurs d'une très belle œuvre n'avait que 24 ans. Je dis que les 22, 23, 24 ans, il y en avait partout dans tous les secteurs. Même dans la nationalisation des hydrocarbures, s'il n'y avait pas tous ces jeunes nouveaux techniciens, ingénieurs hydrocarbures et tout le collectif qui a pris à bras le corps la décision, parce que nationaliser des hydrocarbures, il fallait l'assumer avec tous les risques qu'il y avait. Avec la riposte, absolument. En face, ils ne vont pas se croiser les et vous dire félicitations. Félicitations. C'est qu'il y a de nouveaux marchés pour écouler notre produit parce qu'ils ont mis. Ça a été planifié, ça fait un travail. Et toute la planification de destruction ou d'anéantissement de notre économie dans les hydrocarbures était la principale ressource, ont été déjoués. Et l'usage de ces ressources, on le voyait dans le développement du pays à travers la création de tissus industriels et complémentaires, filiale par filiale, filière par filière, spécialité métier par métier. Et la genèse de ce travail-là, on peut en découvrir une partie dans ce superbe roman Mes transhumances. Merci beaucoup à Omar Khennouf d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Hélas, le temps manque pour développer toutes les belles choses qui se trouvent dans ce roman, qui, je le rappelle, a un aspect esthétique que nous n'avons pas pu développer afin de rester dans le thème de l'émission. Je me tourne vers vous, Monsieur Aoufi, pour le mot de la fin. Votre ouvrage peut paraître comme une sorte de document historique, limite d'archives. Néanmoins, il a des résonances éminemment actuelles, puisque lorsqu'on parle de chantage à la dette, on ne peut pas ne pas évoquer toutes ces multinationales aux contrats léonins et qui, lorsque ces contrats menacent l'intérêt national et que les pays font valoir leurs intérêts nationaux, ces multinationales traînent les pays en question devant les instances internationales pour réclamer des dédommagements pour un manque à gagner. Et c'est fou comme hier ressemble à aujourd'hui. C'est à peu près la même chose. C'est la même logique. C'est à peu près la même chose. J'ai pas le temps de tout développer, mais le problème c'est que avec la Banque mondiale, que vous mentionnez dans un de vos chapitres, oui. Avec la Banque mondiale, elle était là déjà dès 63-64. Elle a essayé de voir notre façon de voir et elle nous a suivis pendant un bon bout de temps, puisque le premier prêt que la Banque mondiale a signé avec l'Algérie, il n'a été fait qu'en 1973. Le 19 juin 1973, j'ai eu l'honneur de signer le premier prêt de l'Algérie indépendante avec la Banque mondiale. Le premier emprunt, oui. Mais pourquoi tout cela date au départ? Je vous prie de m'excuser. Oui. Je vous prie de m'excuser. Oui. Je pense que nous n'aurons pas le temps de développer l'ensemble. Sans trop développer. Lorsque nous étions prêts à signer un accord avec la Banque mondiale, le gouvernement français
s'est opposé au niveau du conseil d'administration parce que l'Algérie n'avait pas payé l'ensemble de ses dettes. Soi-disant. Voilà. Et il a fallu pratiquement cartonner pour essayer de trouver une solution rapide avec le groupement, le GENAPI, groupement des entreprises françaises nationalisées avec promesse d'indemnisation. Il nous a fallu 7 à 8 mois de discussion pour arriver à cet accord. Et tout cela, vous le développez à merveille dans votre ouvrage Indépendance et souveraineté financière Algérie 1962, paru en 2022 aux éditions ANEP. Un ouvrage passionnant à découvrir. Merci beaucoup, monsieur Mahfoud Aoufi, d'avoir été parmi nous. Moi aussi, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion d'exposer un petit peu quelques idées qui ont été les idées maîtresses qui nous ont conduits à l'indépendance du pays. Exactement. Merci encore à vous, monsieur Aoumar Khennouf, pour votre présence et pour Mes Transhumances, roman parent et romance aussi, paru aux éditions Les Presses du Célif. Et là, ce fut un aspect qu'on n'a pas pu évoquer. Et enfin, merci à vous, mes chers amis, de nous avoir suivis. Inch'Allah, et que vous avez passé un beau moment avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Tous les lundis, je vous donne rendez-vous dans votre espace économique sur Canal Algérie, dans votre émission Le